Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors comme vous pouvez le voir, on est en période de Noël, alors il fallait que je mette un pull de Noël moche. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Regardez, il fait un peu de lumière. Bon, trêve de blabla, c'est la période de Noël, c'est aussi la période des cadeaux, c'est la période où on se fait plaisir. Et moi, j'ai reçu l'opportunité de la part de RevoPoint. J'avais déjà fait un test d'un scanner 3D RevoPoint, le Miraco, sur ma chaîne. Très très bon scanner 3D au demeurant. Mais ici, vous l'aviez vu dans la vidéo sur le Formnext si vous l'avez regardé, RevoPoint nous sort le Metro X qui est censé être un scanner qui est top. Et donc, on va regarder ça. Alors, je préviens, je me suis mis d'accord avec RevoPoint. La première vidéo sera un petit peu plus longue parce qu'on va regarder les caractéristiques, faire l'unboxing et faire le test dans un des premiers modes parce que ce scanner a 4 modes différents de travail. Et il y aura 3 autres vidéos, une encore avant la fin décembre et une autre en janvier, une autre en février, avec les 3 autres modes de fonctionnement. Comme ça, vous avez une vue un petit peu plus complète et détaillée. Et à chaque fois, pour chaque mode, je scannerai un objet qui est approprié par rapport à ce mode-là. Donc c'est parti pour les caractéristiques, l'unboxing et le test du premier mode. Allez, à tout de suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition avec ce scanner? Donc on est ici sur le Metro X. C'est un scanner, bon, vous voyez, il a cette forme-là, on va virer ceci. Il a cette forme-là, il se prend à la main, il doit être connecté à un ordinateur en permanence. C'est pas un scanner autonome. Il a 4 modes de scan et on regardera ça un peu plus tard. Il peut aussi bien scanner des petites pièces que des grandes pièces. Sous certaines conditions, il permet de se passer de spray de scannage sur les surfaces brillantes et les surfaces noires. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué en général. Alors ils disent qu'il y a une grande précision jusqu'à 0,03 mm. Il va très rapidement, donc alors en français je sais plus, champ full, je sais plus comment on dit, mais full field, dans le mode full field il va jusqu'à 7 millions de points à la seconde, et dans les modes multilignes ils vont jusqu'à 800 000 points à la seconde. On a une grande flexibilité de capture. Et on a un logiciel, c'est RevoScan 5 édition Metro X, faites attention à ceci. Il se contrôle très facilement avec 4 boutons et on peut scanner grâce à un des 4 modes avec beaucoup de couleurs comme ça, enfin avec toutes les couleurs. On va regarder ça encore une fois un petit peu plus tard et surtout comme j'ai dit, je ferai plusieurs vidéos, dans la vidéo qu'on dédicacera au plateau tournant automatique, qui permet justement dans ce mode là de scanner un objet qui est en plusieurs couleurs, qui est un objet multicouleur, et de conserver également les informations de la couleur. Alors bon, moi je ne vis pas dans un garage, enfin je n'ai pas de garage donc je n'ai pas des grandes pièces comme ça à tester, mais les 4 modes de scan sont les suivants. Premièrement, on a le mode Crossline qui permet de capturer rapidement des surfaces qui sont pas très compliquées géométriquement, et on peut l'utiliser pour scanner des objets qui sont brillants ou noirs sans spray de scannage. Donc c'est comme vous voyez ici à l'image, un mode où on va avoir des lignes qui vont s'entrecroiser, et c'est comme ceci qu'on va scanner les choses. Alors on utilise ou non des marqueurs. Ici ils ont mis des marqueurs sur l'objet puisque c'est l'objet en lui-même qui va, enfin voilà, où les marqueurs de position vont être placés. Alors dans cette vidéo je testerai ce mode là, vous voyez, où il y a des lignes qui viennent s'entrecroiser et qui viennent scanner la pièce. C'est principalement adapté au scan rapide d'objets plats sans trop de variations géométriques, pas avec assez peu de caractéristiques particulières sur la pièce, pour des objets noirs ou brillants et sans spray de scan. Donc c'est quelque chose qui est assez utile. Alors moi vous verrez dans la vidéo, j'ai scanné une petite pièce, un dévidoir de papier collant, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va regarder ceci après dans la vidéo. Je rappelle qu'il y aura 3 autres vidéos où je scannerai chaque fois dans chaque vidéo un objet qui est caractéristique des modes
voilà, des modes proposés. Alors, l'autre mode, c'est le mode ligne parallèle. Vous voyez ici, on n'a pas des lignes qui s'entrecroisent, mais simplement un scan parallèle qui permet ici donc on a 7 lignes de laser bleu qui sont envoyées, donc qui renvoient les informations au scanner pour scanner, et qui permet de scanner de manière précise des surfaces avec vraiment les petits détails qui sont capturés. Alors ça fera l'objet d'un test dans une vidéo ultérieure, donc la 3e ou la 4e vidéo. Alors on a le mode avec le plateau tournant automatique qui peut être utilisé soit pour des pièces mécaniques comme vous voyez ici, soit pour plutôt des figurines. On va vouloir conserver la couleur, les caractéristiques de couleur de l'objet. Moi c'est plutôt un objet comme ça que je vais scanner, une figurine probablement qui est vendue dans le commerce, et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut la scanner avec ce mode là. Ça fera l'objet de la vidéo suivante. Enfin le dernier mode, c'est le mode full champ bleu, lumière bleue, qui permet de scanner un petit peu à la volée comme ça, très vite, et ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Pour ceci, ça fera aussi l'objet d'une vidéo, et je vais scanner, j'ai imprimé une Annabelle sur sa chaise, et vous la voyez dans la vidéo d'ailleurs. Et je vais la scanner et essayer d'utiliser ce mode là, et notamment avec différents points de vue de scan, et assembler tout avec les options de fusion du logiciel. Mais ça, c'est encore une vidéo à venir, donc au total 4 vidéos pour présenter tous ces modes de scan. Alors ils disent qu'on a une énorme résolution et donc une très grande précision. On a plusieurs méthodes de suivi. Alors on a soit un suivi sans marqueur, il va trouver des caractéristiques de la pièce et essayer de rester dessus. Ça c'est un mode qu'on va utiliser principalement en mode full champ. On a le suivi avec marqueur sur l'objet directement, ou tout autour de l'objet, vous verrez dans la vidéo, mais où c'est vraiment les caractéristiques de l'objet qui sont mises en avant via des marqueurs, où on a un mode qu'on appelle global marqueur, que je maîtrise un petit peu moins, mais vous voyez ici qui permet de venir plus facilement scanner une grosse pièce qui a un volume particulier. Enfin voilà, là je dois avouer un petit peu mes limites au niveau de la différence entre marqueur et global marqueur, mais avec l'expérience ça viendra peut-être. Et enfin, donc, si vous prenez la version avancée, vous avez un kit qu'ils appellent Marker Block Kit, avec des espèces de petits dés, des petits pyramides. Si vous voyez ici quand la vidéo va passer, vous pouvez en positionner un peu partout pour faciliter en fait le scan, en mettre autour, et ça réduit le nombre de marqueurs autocollants à devoir mettre un peu partout, et ça, c'est tant mieux. Alors, le plus intéressant entre guillemets, si vous voulez l'acheter, vous êtes pour le moment en Europe à 1119 € dans sa version standard, et la version avancée qui inclut donc, on va voir ici les différences. Donc dans la version standard, on a le scan, le trépied avec la base pour le trépied, on a quelques marqueurs, la plaque de calibration, le plateau tournant et la valise de transport, enfin voilà. Et dans ce que permet en plus la version avancée, c'est toutes ces boules de marquage, le dôme de marquage, la pyramide, et voilà. Donc ça, c'est des choses en plus qui sont bienvenues si ça vous intéresse. Et pour la version avancée, vous êtes à 1344 €. Voilà pour les caractéristiques, on passe à l'unboxing. Bon, alors, c'est parti. Vous pouvez voir que le scanner arrive dans une boîte comme ceci, une dimension moyenne. Alors, il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai la Metro X Advanced Edition. Comme ça, vous pouvez faire une comparaison par rapport à ce que éventuellement vous pourriez commander. Je précise également, petite info commerciale, que si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans la description. Il y a probablement un lien, au moins le lien pour l'acheter, probablement un lien affilié, et peut-être, je ne sais pas encore à ce niveau-ci, un code de réduction. Mais bon, tout est dans la description si vous avez besoin.
Et je rappelle au passage que si vous voulez, j'ai créé un Discord et vous avez aussi toutes les infos dans la description. Bon, alors j'ai ouvert la boîte comme un bénet. Il y avait des petits trucs, c'est pas grave. C'est pas la boîte du scanner en lui-même, c'est juste le carton d'emballage. On a, dans cette édition avancée, premièrement, une petite boîte, vous voyez, qui s'appelle Marker Block Kits. Voilà, un packaging à la Apple, donc sobre, blanc. Et à l'intérieur de cette boîte, on a, alors ils nous montrent des exemples, mais toute une série de petits blocs, c'est assez marrant, des blocs magnétiques comme ça, pour pouvoir venir faire tout le contour d'une pièce afin de faciliter le fait de le scanner, plutôt que de chaque fois venir mettre un petit truc autocollant. Et ça c'est pas mal. On regardera ça de toute façon de plus près quand ce sera le moment de l'utiliser. Alors, j'ai encore dedans quelques stickers, des petits points à coller pour faciliter le fait de scanner. Il y en a encore là. Et on a la boîte. Alors, comme vous pouvez voir, la boîte, eh ben, c'est aussi très sobre. Ça rappelle aussi un packaging d'une autre marque qui aime bien les choses sobres. Et à l'intérieur, on a, et ça c'est bien, une jolie valise. Hop. Voilà, une jolie valise de transport. Et ça, c'est bien de mettre une valise de transport avec. Avec le Miraco, c'était pas le cas. Il y avait une petite housse. Ici, on a une belle valise en aluminium qui inclut le plateau tournant. Oups. Et un plateau tournant qui a l'air d'être particulièrement... Donc on peut modifier les... Enfin, on le regardera en fonctionnement, hein, peut-être pas dans cette vidéo-ci, peut-être dans une des vidéos à venir, mais en tout cas, ça a l'air d'être un super plateau tournant. On a des lunettes de protection. Bon, c'est toujours bien de se protéger. Les petits connecteurs pour l'adaptateur secteur. Et donc l'adaptateur secteur ici dedans, dans lequel on vient simplement changer le connecteur, comme ceci, voilà. On a une plaque, à mon avis, pour pouvoir le fixer. On verra plus tard à quoi elle sert. La lime secteur, un câble USB 3 qui a l'air d'être bien long. Toujours le petit modèle qui donne avec. Hop, c'était pareil avec le Miraco. On a un adaptateur USB-C to USB-A, donc ça c'est bien. Alors je me disais, tiens, c'est super lourd en fait. Il bascule, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi. Je vais remettre le scanner dedans histoire que ça tienne, parce qu'en fait derrière ça il y a encore des choses. Donc on a un trépied qui est plutôt qualitatif aussi, hein. Il est tout en métal, c'est pas un petit trépied plastique comme on peut voir des fois, où on se demande si ça va tenir ou non. Donc là, on a un trépied, ouais, il a l'air bien qualitatif. Bon, on le testera également. Alors, je vais laisser ceci s'abaisser et on a ici dedans le scanner en lui-même. Alors, on n'est pas sur un scanner autonome comme est le Miraco, hein. On a besoin d'être connecté à un ordinateur. Moi, et vous verrez que les tests, je le ferai dans mon atelier de peinture, enfin dans mon bureau atelier de peinture, parce que ici, sur le mini PC, il est relativement performant, mais pas assez, je pense, pour l'utiliser. Ils ont précisé qu'il fallait quand même un ordinateur avec une certaine performance, et notamment une certaine performance graphique, pour pouvoir vraiment tirer parti de l'utilisation de ce scanner via leur logiciel. Au passage, RevoPoint 5 qui est sorti et qui est mis à jour pour ce scanner et ses différents modes de scan. Alors, on peut regarder le scanner d'un peu plus près. On a donc ici un scanner
On a déjà vu ce format de scanner chez la concurrence. On a ici des poignées en plastique qui sont antidérapantes quand on le tient. Ça c'est, enfin ici, hein, les bandes en plastique sur le côté. On est ici sur du plastique, mais qui a l'air très qualitatif, assez dur. On a une grille pour la ventilation. On peut attacher la dragonne ici, voilà, comme ceci. On a là le câble de fixation avec un format un peu particulier pour que ça tienne bien. On a le boîtier de commande du scanner ici. Et sur cette face-là, eh ben, les différentes optiques. Et celles-ci sont entourées de LED pour avoir de la luminosité au moment où on scanne. Donc, voilà pour le scanner. Je vais le remettre dans la boîte. Ça fera contrepoids. Et donc, comme je disais, on a encore ici différentes choses, notamment encore des petits points de marquage, le guide de démarrage rapide, et ici, on a encore quelque chose, ça doit être les plaques de calibration. Oui, c'est ça. Ce sont la plaque, enfin pas mais la plaque de calibration. Voilà pour l'unboxing. On va maintenant changer de pièce et on va commencer à regarder le logiciel et la calibration de ce laser, un petit peu son utilisation rapidement. Et puis je passerai à un premier projet avec le premier mode de scan. Bon, alors je vais faire mes essais avec le scanner sur mon poste à peinture hein, que vous voyez là. Et je vais utiliser mon Mac Studio que vous pouvez voir là sur le côté parce que comme je le disais, il faut une certaine puissance graphique pour pouvoir l'utiliser et que mon Mac Studio a la puissance graphique suffisante pour ceci. Alors c'est parti hein. Bon, alors premièrement on va le câbler et le brancher. Alors pour ceci je vais prendre tout ce que j'ai besoin évidemment. L'alimentation, la prise secteur et le câble USB. Alors comme je le disais, on avait un câble USB qui semblait bien long et ça c'est pas mal parce que même si je suis à côté, il faut quand même un petit peu de longueur. Enfin bien long, ouais, il est raisonnablement long. Je sais pas exactement combien il fait, 2 mètres peut-être. Non, même plus. Peut-être 2,50 m. La partie courbée ici avec le petit clips vient se mettre dans le laser et ceci afin d'éviter que ça se décroche. Donc, vous voyez, une fois qu'il est clipsé dedans, ça se décroche difficilement. Et l'autre côté, il faut venir le mettre, alors il précise de mettre dans un connecteur USB 3 pour avoir de la puissance suffisante de transfert de données, sinon ça risque de pas bien fonctionner sur l'ordinateur. Ensuite on branche l'adaptateur secteur et on vient le brancher ici sur le petit hub. Donc vous avez en fait le câble qui va dans le scanner qui donne à la fois les datas et à la fois la puissance électrique. Et une fois que c'est branché, alors je ne sais pas si vous l'entendez ou non, normalement pas. Une fois que c'est branché, on entend un petit souffle de ventilateur et on a une petite LED qui est allumée ici autour du panneau de contrôle. Allez, on va passer maintenant à l'ordinateur sur Revoscan et on va voir ce qu'on peut faire avec dans le premier mode. Alors sur le site, il ne faut pas faire l'erreur, il y a Revoscan 5 qui est utilisable pour le Miraco par exemple, mais on a plus bas le Revoscan 5 Metro X qui est une version qui est à prendre et qui existe donc sous Mac et sous Windows. Donc je vais moi télécharger sous Mac. Alors voilà, au démarrage, premier démarrage, je vois deux choses qui apparaissent. On a premièrement une mise à jour du micro logiciel, donc du firmware du scanner. Donc voilà, ça c'est bien. Et une deuxième où il fait un test des performances de l'ordinateur et
par chance, mon Mac Studio est bien performant pour l'utiliser, heureusement. Alors, je vais commencer par faire la mise à jour du scanner. Et voilà, j'ai redémarré. Le scanner, vous voyez, il est marqué connecté. Je peux venir voir les paramètres du scanner. Bon, on voit mon numéro de série ici. Et la version du logiciel, très bien. Alors, on a ici une interface assez sobre, avec RevoScan 5 au tout début. On a un onglet avec l'onglet Apprendre. Et ça, c'est pas mal, puisqu'on a le manuel d'utilisateur. En cliquant dessus, ça nous ouvre cette page qui nous explique en détail l'interface qu'on peut faire et tout ça de MetroX, enfin de RevoScan 5 pour le MetroX. On a également les petites vidéos qui nous expliquent le MetroX. Donc ici, un cours complet de 38 minutes en anglais. Alors, si jamais vous voulez aller le regarder, il est disponible sur YouTube. Alors, c'est un cours, ça parle pas beaucoup, c'est juste une espèce de démonstration. Alors, pour faire la calibration, on a une plaque comme ceci, donc si vous regardez à l'arrière, il y a un code QR qui devrait être scanné au moment de l'étape de calibration, donc on regarde ça tout de suite. Alors, première chose à faire, c'est la calibration. Alors, il arrive normalement calibré. Vous voyez ici que la date du dernier étalonnage, c'est le 21 du 11 2024, c'est-à-dire avant qu'il me soit envoyé. Mais bon, on va quand même le réétalonner. Pour ça, on vient cliquer ici sur étalonnage du scanner. Il ouvre le programme d'étalonnage. Là, vous voyez, il va me demander de scanner le code QR en question que vous avez vu juste avant. Et voilà. Il me dit qu'il faut de la luminosité, mais pas trop. OK. Que je vais pouvoir ici avoir une interface qui me dira comment est-ce que je dois, donc à 90 degrés, comment est-ce que je dois scanner et à quelle hauteur surtout. Pareil au niveau du roulis. Donc ici, ce que je dois faire, c'est venir l'orienter jusqu'à ce que le cercle rouge s'affiche. Et voilà, maintenant que c'est fait, je fais démarrer l'étalonnage. Comme vous voyez, il a vérifié que l'exactitude a été faite et que l'étalonnage n'est pas requis. Et voilà, il a fini l'étalonnage. Alors comme vous avez pu voir, ça permet en fait aussi de bien apprendre à tenir le scanner en main. Donc là, il me dit que ça a été réussi. Est-ce que je veux sauvegarder? Je vais sauvegarder. Donc finalement, j'ai refait un étalonnage. J'ai dit j'allais m'arrêter là, mais bon, j'en ai refait un. Le scanner va s'éteindre et il va se rallumer. Et on verra normalement la date du dernier étalonnage qui doit être la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jeudi 26 décembre. Et vous voyez ici, date du dernier étalonnage, le 26 décembre. Alors, pour tester un petit peu le scanner et ce premier mode de scan que j'ai décrit avant, qui était le mode Crossline, donc, pour petit rappel, comme j'ai expliqué dans les caractéristiques, le mode Crossline est un mode où plusieurs lumières bleues vont venir s'entrecroiser pour venir scanner la surface d'un objet. Je viens le placer ici sur le plateau tournant parce que ça va m'aider à bien le scanner. Et comme vous voyez, j'ai utilisé les choses, donc les petits dés qui sont mis avec le kit Advanced pour pouvoir venir avoir des zones de scan. Donc pour rappel, le scan, le scan des marqueurs n'est pas tant pour venir définir les limites de l'objet, ça sert pas à ça, ça sert pour que quand on va bouger, à pouvoir retrouver géographiquement ou géométriquement, je sais pas trop, en tout cas la position de l'objet dans l'espace, et comme ça, à chaque fois qu'on va bouger avec le scan, il va se dire ah oui, voilà, je me souviens la position de ces points là comme ça, c'est précisément là que c'est, et ça permet d'éviter les erreurs et les doubles les données supplémentaires qui sont scannées. C'est à ça que servent ces marqueurs. Donc je vais faire un premier test avec ceci. Donc alors c'est un comment on dit, c'est un dévidoir de papier collant.
Donc c'est tout ce que j'ai trouvé comme objet noir avec des formes géométriques assez simples qui correspondent aux caractéristiques des objets qu'il faut utiliser dans ce scan-là. Vous pouvez aussi utiliser des objets métalliques, des objets noirs. C'est bien pour des pièces mécaniques, par exemple. Bon, voilà. Moi, j'ai décidé de tester avec ceci. J'aurais pu faire 1 million de tests avec plein de choses. C'est ceci qui a gagné. Donc, on va regarder ça tout de suite. Mais on va revenir à l'onglet Accueil et on va créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Test 1. Voilà. Et là, j'ai le scanner qui fait sapin de Noël. Et vous voyez qu'on voit avec la caméra de profondeur ici. Avant de démarrer, je viens choisir, par exemple, le paramètre de scan. Donc, comme je disais, on a 4 modes. Champ complet, ligne croisée, ligne parallèle et plateau tournant auto. Ici, ce qu'on va faire en premier, c'est ligne croisée. Pour le mode de suivi, soit on fait un suivi des marqueurs, soit on fait un suivi des marqueurs globaux. Moi, ici, je viens choisir suivi des marqueurs et en type d'objet, je vais choisir un objet noir. Alors, en fonction, donc, on voit ici, on a 2 types de scans. Hein. On a les scans avec les marqueurs, hein, et donc ça, vous devez utiliser les marqueurs, ou le scan libre si on veut, ce qui va plutôt voir les caractéristiques et on testera ça dans une autre vidéo. Mais dans ce mode-ci, on n'a que 2 possibilités, c'est-à-dire le champ complet ou le plateau tournant automatique. Alors ça fera, le plateau tournant automatique fera l'objet de la seconde vidéo, et comme je scannerai, j'aurais pu scanner aussi avec des marqueurs, mais vu que je scannerai plutôt une figurine avec les couleurs et tout ça, on va rester dans ce mode là, hein, scan des caractéristiques. Alors dans ce mode là, il scanne un petit peu plus lentement. Mais bon, je reviens à ce projet-ci. J'ai quelques paramètres que je peux choisir, hein, comme par exemple la distance de points prédéfinie, donc c'est la distance entre chaque point du nuage, puisque quand il va scanner, en fait, c'est un ensemble de points qui va se composer dans l'image, qui vont former un nuage. Et après, dans une seconde étape, une fois qu'on aura constitué notre nuage de points, il faudra relier tous les points ensemble pour constituer un maillage. Donc ça, c'est la logique du scan. Allez, c'est parti, je lance le scan. Bon, alors là, j'ai arrêté le scan pour vous montrer quelque chose. Donc, je regarde ici et je vois que j'ai déjà une bonne base, hein, mais je me dis il me manque encore un peu des informations. Alors je peux venir ici faire continuer à scanner et je reprends simplement le scan comme je le faisais juste avant. Faut évidemment pas bouger ces marqueurs. J'essaye de retrouver la position. Vous voyez, là il a retrouvé. Je suis dans le bon, je passe dans le excellent. Et grâce au marqueur, il a retrouvé clairement sa position. Et je peux ainsi de suite continuer mon scan jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir assez d'informations. Alors vous allez me dire, ce qui est dommage, c'est que ça scanne pas le dessous. Et c'est vrai, il ne scanne pas le dessous. Mais il y a une possibilité, c'est de venir scanner, donc de retourner la pièce, de scanner l'autre partie et puis de demander dans le logiciel de venir recombiner les fichiers ensemble sur base des caractéristiques de l'objet pour qu'il puisse quand même y arriver. Donc on va essayer de faire ceci. Alors je viens reprendre encore quelques images pour avoir au final un maillage le plus détaillé possible, toujours en faisant attention à la position. Je peux venir bouger un peu légèrement, mais il faut faire un mouvement souple, hein, parce que si je fais un mouvement brusque, il va décrocher. Regardez, hop, là il a décroché, et après c'est pas grave, grâce au marqueur il vient retrouver directement sa position. Je vérifie la jauge de proximité pour être toujours dans le excellent, et je continue à essayer d'avoir des informations là où c'est pas vert en fait. Alors l'exercice est un peu
plus délicat lorsqu'on essaye de prendre des parties du côté. Mais voilà, ça va quand même. Bon, on va dire que je suis content avec les informations de cette partie-là. Je viens simplement retourner ma pièce et je vais scanner l'autre partie de ma pièce. Je relance le plateau tournant et dans le logiciel, je clique sur terminer et je lui demande de faire un nouveau scan. Et je redémarre, je vérifie mon capteur de proximité. Je vais me mettre debout, ce sera plus simple. Voilà. Et maintenant, il commence à acquérir toutes les informations qu'il a besoin pour faire l'autre partie de la pièce. Et voilà, on va dire que je suis content comme ça et on va regarder un petit peu maintenant l'édition de nos deux scans. Alors comme vous le voyez ici, j'ai deux fichiers qu'on va essayer de combiner après avec des informations, toujours plus d'informations sur le bas et ici plus d'informations sur le haut. Donc on va déjà changer de nom et l'appeler bas et haut parce que vous verrez qu'on aura besoin de pouvoir les identifier après. Ensuite, il y a une série d'informations. Ici, c'est des nuages de points. On a plusieurs étapes. Fusion du nuage et puis maillage. Il y a une série d'informations dont on n'a pas besoin. Alors, je vais commencer par faire la fusion des nuages. Il faut savoir qu'ici, le scanner a pris toute une série de petits points, ce qu'il appelle le nuage. Il va falloir à un moment donné, dans une seconde étape, créer des connexions entre ces points pour créer des polygones. Vous savez, un polygone, il y a plusieurs points qui sont reliés pour former une face et c'est ce qui va se passer. Mais pour ça, pour avoir quelque chose quand même de relativement propre, il faut d'abord retirer toutes les infos dont on n'a pas besoin. Alors premièrement, je viens ici faire la fusion, donc je clique sur fusion. Il y a une valeur de distance entre chaque point en millimètres et ici c'est 0,40 mm. Je vais laisser la valeur par défaut, on va regarder. Alors vous voyez que après avoir fait ça, on a déjà ici quelque chose de bien plus propre. On va venir isoler tous les points qu'on n'a pas besoin. Donc en gros, à peu près tout sauf la partie au centre. On a pour ça la fonction isolation. Je lui demande de détecter et vous voyez, il détecte toute une série de points. On va déjà lui dire d'appliquer ça. Ça, on a déjà moins d'informations. Alors il y a encore toujours trop d'informations. Donc soit on vient jouer avec les taux de détection. Soit on vient simplement isoler nos pièces. Alors pour ça, on a une série d'outils de sélection. Je vais prendre, donc premièrement, tout ce qui est en dessous de ça, j'en ai pas besoin. Donc je viens me mettre dans une belle ligne, j'inverse ma sélection et je viens supprimer tout ce qui est en dessous. Ensuite, je viens prendre mon outil polygonal. Je sélectionne cette pièce-là, j'inverse la sélection et je supprime. Donc, vous voyez qu'on a là déjà maintenant un mesh bien plus, on est beaucoup plus fidèle de la pièce. Vous voyez qu'il nous manque des informations pour la partie du dessus et c'est pas grave puisque c'est justement l'objet du scan. Je viens maintenant appliquer une détection des chevauchements. Donc il faut imaginer que les petits points des nuages, il y en a qui sont un petit peu en double et qui se chevauchent. On va maintenant leur demander de les supprimer ou les fusionner en fonction de la distance qu'on met ici. Je vais mettre à 0,35. Il n'a trouvé aucun chevauchement, c'est pas mal. Alors une fois que j'ai fait mon isolation et ma détection des chevauchements, je viens prendre la partie du haut et je fais la même chose avec la partie du haut. Voilà, on a notre autre partie qui est là.
je viens faire la détection des chevauchements. Et après, maintenant, je vais venir fusionner les deux parties. Alors, je viens cliquer sur fusionner. Je sélectionne les deux modèles. Et on va lui demander de faire une fusion automatique et de lui générer, de générer un nouveau modèle. Il le fait. Et vous voyez qu'il a maintenant fusionné les deux modèles pour faire quelque chose qui est beaucoup, voilà, c'est fusionné quoi. Donc maintenant, on va travailler ce modèle-là. Il y a quelques petites caractéristiques qu'on pourrait avoir envie de retirer, comme ceci, des petits artefacts. L'outil lasso nous sert pas mal pour ça. On vient refaire une isolation et une détection des chevauchements. Je regarde que j'ai pas des petits artefacts qui dépassent comme ceci. Et maintenant, j'en ai encore un petit peu ici. L'idée, c'est d'avoir le moins de petites parties brouillonnes. Et quand je suis content, je viens faire un maillage. Je ne vais pas remplir les trous. Et je mets la qualité par défaut. On va voir si on a besoin de faire mieux. Et j'applique. Je viens au niveau du maillage refaire également une détection des parties isolées. Je peux venir remplir les trous également. Alors je vais venir lui demander de remplir les trous selon des courbes. Alors il y a une série de zones qu'il détermine comme ayant besoin d'être remplies. C'est moi après qui viens cliquer pour savoir si oui ou non je veux remplir ces zones-là. Certaines zones je vais dire oui, d'autres non. Et j'applique. Et vous voyez qu'il m'a rempli les trous. Alors, pas ici, donc je vais refaire, hop, détecter. Et voilà, il m'a rempli le trou. Je vais lui demander de venir faire un lissage relativement léger. Pour le lissage, je peux lui demander de faire un lissage automatique ou venir appliquer ici une brosse. Attention que la brosse, vous avez ici le diamètre de la brosse, mais vous avez la puissance qui est au niveau ici de la fonction lissage. Donc si vous mettez beaucoup de puissance, la brosse sera puissante. À vous à voir les paramètres qui vous convient le mieux. Par exemple, moi ici, je pourrais dire, tiens, ce bord-là ici, j'ai envie de le lisser un petit peu. Et voilà, la pièce est scannée et reproduite. Et c'était pas très compliqué. Alors, j'ai encore des options au niveau de mon maillage. Je pourrais simplifier si je veux. Si vous regardez ici, j'ai 115 000 sommets et 231 000 polygones. Si je lui demande de simplifier, on voit aucun impact sur la pièce, mais j'ai diminué mon nombre de sommets. Si je lui redemande encore, là on commence à voir un impact sur la pièce. Donc voilà, ça c'est à vous à trouver l'équilibre. Ensuite, on peut exporter notre modèle. Je vais l'exporter en modèle maillé. J'ai plusieurs formats, ici en STL par exemple. Et voilà mon scan. Je rappelle qu'il s'agissait d'un morceau de plastique noir et que je n'ai utilisé absolument aucun produit pour pouvoir le scanner. Après, je pourrais venir le retravailler encore avec un peu plus de détails dans Blender par exemple, ou venir le charger ici pour l'imprimer par exemple. Bon, alors comme vous avez pu le voir, hein, le plateau tournant ça aide vraiment beaucoup, mais il y a quand même des cas d'usage dans lesquels le plateau tournant n'aide pas. Alors vous pouvez l'utiliser sans le faire tourner, hein, puisque vous avez tous les marqueurs dessus et ça c'est pas mal, mais pour la manière dont est conçu le mode crossline fait que si on n'arrive pas à scanner entièrement avec la carte de qualité verte la pièce, eh ben, il va faire disparaître au moment de la génération des nuages de points les parties qui auraient été trop rouges, voire un petit peu orange, et donc vous auriez, hein, vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai scanné juste avant, vous auriez comme ça un problème, en tout cas des trous dans la pièce. Alors
si ça devait arriver, et si le plateau tournant, parce que vous avez des parties avec trop de petites cavités comme ceci, ou une pièce comme cela qui serait un peu compliquée, vous voyez ici, ça c'est une pièce que j'aimerais scanner pour pouvoir la réimprimer parce qu'elle est cassée, mais avec le plateau tournant, on peut avoir du mal à avoir accès à certaines parties. Si ça devait arriver, eh ben, c'est pas compliqué, il vaut mieux ne pas activer la fonction tournante du plateau tournant. Et ben, je vais vous montrer ceci. Je vais venir réattacher cette pièce-ci, donc qui est cassée. Je vais coller la petite partie comme ceci, histoire que ça tienne sur le plateau. Et je vais le scanner sans faire activer le plateau tournant. Bon, alors évidemment, vous ne me voyez pas forcément, mais là, donc, je ne fais pas tourner le plateau tournant, j'ai juste mis la plaque, enfin la petite pièce sur le plateau, et je vais tourner autour doucement. Ce que je vais probablement faire, si j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui sont un peu inaccessibles, c'est de faire le scan en plusieurs parties, et après venir refusionner la pièce. Alors bon, vous avez vu que j'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois. Ça c'était simplement parce que je mettais en pause, je vérifiais où j'avais de la matière et je reprenais. Bon voilà, c'est dommage qu'ici dans le logiciel on voit pas la carte verte qui reste à chaque fois qu'on fait une pause et qu'on reprend le scan. Mais bon voilà, hein, c'est comme ça. En tout cas, je vois que là j'ai pas mal de matière. Il reste ici le surplomb, c'est un peu plus compliqué à faire. Également ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la pièce. Donc là, j'ai retourné la pièce et je vais faire, donc je vais déjà terminer ce scan là et je vais faire un nouveau scan. Et après, on fera la fusion des deux scans. Bon voilà, maintenant j'ai mes deux fichiers qui doivent se compléter. On va faire le nettoyage, hein. Donc l'idée c'était de vous montrer que dans certains cas, utiliser le plateau tournant, ça peut ne pas aider à bien capter les zones où il y a des trous, hein. Vous voyez ici, on voit déjà que sur cette face-là, on a vraiment peu de trous, hein. Ça a bien scanné. Et puis après, la partie du dessous, c'est l'autre pièce dans laquelle on a un mesh qui est aussi relativement propre et on va venir associer les deux. On va commencer par faire le nettoyage de chaque pièce. Et voilà, maintenant qu'on a nos deux pièces relativement propres, on va essayer une fusion. Fusion automatique sur base des caractéristiques. Alors, je vais refaire l'isolation sur le mesh trouvé. Je vois ici que j'ai une zone qui ne me sert à rien. Là, je vois qu'il me manque de matière. J'aurais pu encore rescanner un petit peu, mais bon, on va essayer de réparer ça comme ceci. Je refais une détection d'échevauchement et on passe au maillage. Alors, je refais une détection de l'isolation sur le maillage, on ne sait jamais. Voilà, et je viens remplir les trous. D'abord sur les plans. Donc ici, là, on est sur des courbures. Ici, on est sur des plans.
Et là, c'est des courbures, je le laisse comme ceci. Ici, en fait, ouais. On va regarder après pour les courbures. Je remplis les trous sur les plans. Et maintenant, on va remplir les trous sur les courbes. Je viens appliquer un lissage. Et voilà! La pièce est faite. Ici, je manque un peu d'épaisseur. Bon, voilà, c'était quand même pas mal. Ça, je peux retravailler sous Blender. Mais on a quand même, voilà, quelque chose de très propre. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette découverte et ce test de ce premier mode de scan avec ce Metro X qui, donc je le rappelle, a 4 modes de scan. Comme vous avez pu le voir à travers la vidéo, c'est un scanner qui semble assez puissant, qui nécessite une machine relativement puissante pour pouvoir être utilisé. J'ai pas eu de grosses difficultés à avoir quelque chose de correct. Après, il y a certainement une courbe d'apprentissage pour avoir des pièces qui sont splendides, hein, parce que quand on regarde les différentes vidéos, on voit des pièces qui sont particulièrement belles. Et moi, je suis arrivé à avoir quelque chose de correct, mais pas, même pas trop mal, mais pas encore quelque chose de top. Alors, je vais prendre le temps de mieux maîtriser ce scanner, et c'est pour ça que les vidéos vont être espacées avec l'utilisation des autres modes. Donc, la prochaine vidéo dans quelques jours sera sur l'utilisation du mode avec le plateau tournant automatique et ensuite on aura une autre vidéo sur le mode full champ et une troisième vidéo sur une quatrième vidéo sur le mode ligne parallèle. Donc voilà, n'hésitez donc pas à vous abonner si c'est pas le cas, si vous êtes intéressé de savoir un petit peu plus sur ce laser et de voir les différentes vidéos. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.